bonjour, Bonjour. vous êtes Yann Verling, vous êtes né en 1971 à Strasbourg. Vous êtes candidat aux élections européennes 2024 et vous avez créé, vous êtes président du parti Écologie Positive. Absolument. Vous êtes par ailleurs vice-président de la région Île-de-France à la transition écologique, au climat, à la biodiversité et à l'économie circulaire. Le parti Écologie Positive, c'est un parti relativement nouveau que vous avez créé, je crois, il y a un an. Il y a un an, Est-ce que vous pouvez nous dire juste deux mots sur ce parti? J'allais dire deux mots, ça serait écologie positive. Et les deux mots comptent parce que c'est un parti écologiste. Et positif parce qu'il se veut justement porteur d'un message qui est de dire arrêtons de voir tout en noir, on peut s'en sortir, on peut y arriver. Et nous, on ne veut pas porter dans le paysage politique un message d'une écologie qui fait peur, qui ne donne pas envie. On a notre slogan, notre sous-slogan, c'est redonnons envie d'écologie. Merci. Europa Nova, nous venons de publier le rapport du conclave qui met en avant 17 questions pour le futur à l'horizon 2040, pour le futur européen. On a travaillé en Chatham House avec une cinquantaine de personnalités européennes, dont des sujets bien sûr sur l'environnement. Donc je vous présente, c'est Europe 2040, demain se joue aujourd'hui. Il y a eu la guerre à nos portes, il y a aussi eu l'événement du Covid, donc la géopolitique européenne a complètement changé. Donc on a souhaité, nous, se réinterroger en profondeur avec des Européens, donc parler d'Europe, mais surtout pas entre Français, mais entre Européens, pour se projeter sur les prochaines priorités. Alors justement, donc je vous le confierai, vous, qui venez de créer ce parti, vous présentez voilà, au suffrage prochain. Quelles sont vos trois priorités? Les trois priorités, c'est d'abord de nous positionner quand même en tant que liste aux européennes sur la question fondamentale qui est faut-il plus ou moins d'Europe? C'est le débat. Et chaque liste doit se prononcer clairement là-dessus. Nous, on est pour plus d'Europe. On est très clair là-dessus, contrairement d'ailleurs à certains qui sont ambigus. Certains sont très clairs, sont pour moins d'Europe, d'autres sont clairs sur plus d'Europe. On vient de recevoir M. Bardella à ce sujet. Lui, il est clair, il en veut moins. Mais il y a des listes ambiguës, notamment des listes écolos aussi qui sont ambiguës sur le plus ou moins d'Europe. Nous, on est clairement pour plus d'Europe, donc ça c'est déjà une première priorité, c'est renforcer l'Europe dans un contexte où précisément, vous l'avez dit, nous sommes menacés. Disons les choses clairement, le continent européen tel que nous l'avons construit depuis l'après-guerre, il est à nouveau menacé par un voisin immédiat qui est la Russie. Et nous sommes également dans une situation géopolitique où, que ce soit du côté des Chinois ou du côté des Américains, on doit exister fortement. Donc c'est pas le moment de baisser la garde, et donc c'est le moment au contraire d'aller de l'avant. Donc déjà une position très... alors j'aime pas trop dire le mot pro-européen parce que c'est souvent mal compris, mais c'est pour dire qu'il faut plus d'Europe, ça veut aussi dire qu'il faut qu'elle change un petit peu. On ne va pas juste dire tout est bien dans le meilleur des mondes avec l'Europe d'aujourd'hui. On n'est pas... Alors si vous aviez une chose à changer au niveau européen? Une chose, c'est compliqué. Moi j'ai un souvenir triste qui est vieux, mais j'étais déjà acteur politique, qui est la campagne de 2005, où on a dû se prononcer pour ou contre le traité constitutionnel européen. En 2005, moi j'ai fait la campagne pour adopter ce traité, et au fond de moi, j'avais envie que ce ne soit pas qu'un traité, j'avais envie que ce soit une vraie constitution. Et dans les propositions que nous on porte, c'est d'oser, parce que je vois bien qu'il y a une frilosité là-dessus, c'est d'oser dire, mais pourquoi pas remettre sur la table la proposition de cette constitution européenne? Pas un traité, une vraie constitution, pour remettre du sens. Parce que oui, je crois que c'est ça le sujet aujourd'hui. Oui, c'était un petit peu un référendum, c'était oui ou non. C'était oui ou non, mais sur un document de 300 pages. Voilà, on a raté l'occasion d'avoir un vrai débat autour de ça. Et surtout, on l'a plombé. On a, comme on dit, chargé la barque pour qu'elle coule à l'époque. On a proposé aux Français de se prononcer sur un texte de 300 pages, qui peut aujourd'hui on sait qu'il y avait moins d'1% de la population française qui a la capacité de comprendre ce qu'on leur proposait de trancher. Donc il faut un texte beaucoup plus court, une constitution.
Voilà, c'est une vingtaine, trentaine, cinquantaine d'articles, ça dépend les cas de figure, mais c'est souvent des textes, les constitutions, où tout le monde est en capacité de comprendre ce qui est écrit. Parce que c'est des valeurs, c'est voilà. Alors voilà une idée nouvelle. Quelles sont vos autres priorités? Alors les autres priorités, c'est bien évidemment sur le volet de l'écologie, puisque nous voulons porter une offre politique écologiste. C'est qu'il y a des défis mondiaux, le défi climatique qui est devant nous, qui d'ailleurs à lui tout seul montre à quel point on a besoin de plus d'Europe, parce qu'on ne répondra pas aux défis climatiques, notamment à la décarbonation de notre économie, à l'échelle française. On y répondra à l'échelle continentale de manière pertinente, parce que le défi climatique, c'est un défi qui est à la fois de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de gagner en souveraineté énergétique, puisque nous dépendons du gaz russe et du pétrole qui vient des pays du Golfe, et nous avons des aléas de prix de l'énergie qui ne sont justement pas maîtrisés parce que nous dépendons des prix fixés à l'extérieur. Donc le défi climatique, il est considérable et il justifie pleinement d'aller de l'avant. Simplement, là, je n'ai pas une idée nouvelle sur le climat parce que tout le monde dit qu'il faut faire, mais encore une fois, c'est lié à la question de l'augmentation du poids de l'Europe et de la capacité de l'Europe à faire. Pour être plus pertinent, la décarbonation, c'est un truc très important. Donc derrière cet aspect de climat, il y a pour moi deux enjeux. Il y a d'un côté de porter au niveau européen la question des choix industriels qui vont répondre à cette question climatique. On a besoin, par exemple, d'une orientation industrielle très forte sur les énergies renouvelables. Il faut construire un projet européen en faveur des énergies renouvelables extrêmement solide, extrêmement robuste, et il ne l'est pas aujourd'hui. Je donne l'exemple du solaire. L'énergie solaire aujourd'hui, elle est en mauvais état au niveau de l'Europe, pas en termes de développement des énergies solaires, mais en termes de capacité de nos entreprises qui fabriquent des panneaux solaires à pouvoir continuer à en fabriquer. Nous sommes envahis par des panneaux chinois, asiatiques, chinois pour l'essentiel, qui sont fabriqués souvent avec du travail forcé en plus, à des prix défiant toute concurrence pour casser justement notre marché, parce que c'est organisé tout cela. Et nous ne nous protégeons pas suffisamment de là, parce qu'il faut une stratégie industrielle. Donc, une stratégie industrielle pour les énergies renouvelables, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, en termes d'idées fortes que nous voulons porter dans cette campagne, c'est que nous pensons que le temps est venu maintenant de ne plus que penser réduction des gaz à effet de serre. Ça reste très important, mais il ne faut pas penser que ça, il faut aussi penser maintenant adaptation au changement climatique. Et ça, c'est le nouveau grand défi du moment, c'est qu'on a pensé que le changement climatique allait survenir plus tard, en 2050. Il est en train de se produire maintenant, il va beaucoup plus vite que prévu. On a des canicules à répétition, des inondations en hiver, et il faut s'adapter. Il faut s'adapter, donc il faut une stratégie européenne d'adaptation, parce qu'en fin de compte, là aussi, c'est un peu la surprise du moment, c'est qu'on pensait que les pays du sud de l'Union européenne avaient une situation climatique qui leur était propre et que nous en étions épargnés plus au nord, en France, dans l'Europe centrale ou l'Europe du Nord, mais c'est pas vrai. Tout le monde maintenant est touché par les changements climatiques. La France devient un pays sec en été, très sec en été, comparable à l'Espagne, et ça se répand. Donc maintenant, il faut s'adapter et tous les outils d'adaptation finalement valent pour tout le monde. Donc il faut une stratégie européenne d'adaptation. Et pour être très clair, dans ces priorités, êtes-vous pour ou contre le nucléaire en énergie de transition? J'imagine que ce n'est pas la solution in fine, mais êtes-vous pour ou contre parce qu'il y a deux tendances dans le parti écologique? Est-ce que vous pourriez être assez précis sur la question? Tout à fait précis. La réponse aux défis énergétiques et climatiques, elle repose sur trois piliers pour nous. Le premier, c'est quand même la priorité absolue, et je ne veux pas me tromper d'ordre de priorité, c'est réduction des consommations. Réduire les consommations énergétiques par plus d'efficacité énergétique, par des économies. Enfin voilà, il y a une politique d'économie d'énergie qu'il faut d'ailleurs mener au niveau européen. Parce que là, encore une fois, on est tous logés à la même enseigne. Il faut mutualiser les idées, mutualiser les moyens pour réduire notre consommation énergétique. L'enjeu, il est de grosso modo répondre à l'enjeu énergétique à hauteur du tiers. Le tiers de l'effort, il peut se faire par des économies d'énergie liées aussi à l'efficacité énergétique. Deuxième pilier, c'est les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, peut-être un tiers à nouveau, je simplifie pour être simple, parce qu'il ne faut pas se mettre trop de cap non plus inatteignables, donc à peu près un tiers de l'effort peut se faire à travers les énergies renouvelables, mais à la différence peut-être d'autres écologistes, nous on a ouvert les yeux
sur le fait que si on s'arrêtait là, en disant il n'y a que deux axes, sobriété économie, énergie renouvelable de l'autre. D'autre part, on pense, mais de manière réaliste, parce que nous sommes aussi des écologistes réalistes, qu'on n'y arriverait pas. Qu'on n'arrivera pas à atteindre les objectifs. Pas immédiatement. Je ne sais pas, immédiatement ou pas immédiatement. En tout cas, on n'y arrivera pas. Ça, c'est certain, juste avec cet effort d'économie d'énergie et en cherchant de la production uniquement du côté des énergies renouvelables. Parce que la partie manquante, que les énergies renouvelables ne pourront pas produire suffisamment, aussi parce qu'en grande partie elles restent intermittentes, il y a deux options. Soit on recourt au gaz, au charbon ou au fioul, enfin les énergies fossiles, dont on veut précisément se passer pour réduire les gaz à effet de serre et pour arrêter de dépendre des pays qui ne sont pas européens, ou alors c'est le nucléaire. Ah ben nous, le choix il est clair, c'est le nucléaire. Le point d'appui pour compléter le panorama et le tableau, c'est le nucléaire. Donc nous, on ne rejette absolument pas le nucléaire. On pense qu'il en faut. Il faut faire continuer à vivre un certain nombre de centrales qui aujourd'hui fonctionnent pour faire la petite jonction qui est de 15-20 ans jusqu'à ce qu'on ait des nouveaux outils de production d'énergie nucléaire qui voilà, sont aujourd'hui pronostiqués, si on démarre maintenant, les a pour dans 15-20 ans. Voilà, donc après nous on n'est pas non plus devenus des nucléo-BA en tant qu'écologiste, on sait qu'il y a des sujets sur la question du nucléaire, il y a des sujets de risque industriel, il y a des sujets de déchets, il y a des sujets qui sont aussi, pour être tout à fait franc, parce que c'est là où nous on n'est pas des naïfs sur tout ça, c'est que le nucléaire nécessite deux choses importantes. C'est pour ça que pour l'Union européenne, c'est un outil énergétique qui marche bien, mais il nécessite deux choses. Un, d'avoir les moyens de l'entretien et de la sécurité. C'est extrêmement important d'avoir les moyens de la sécurité. Pas comme aux États-Unis, on connaît des sujets aux États-Unis, normalement, ils ont les moyens. Ils ont les moyens, mais ils ne l'assurent pas. Mais ils ont les moyens. Ils ont les moyens, et donc ils devraient l'assurer normalement. Donc un pays pauvre, quelques dangers à ce qu'il ait les moyens d'assurer la sécurité. Mais ce n'est pas le cas de l'Union européenne, donc on a les moyens d'assurer la sécurité. Et le deuxième point, c'est la transparence. Donc, le fait de dire qu'il faut des démocraties. La démocratie, elle est liée à la transparence. Et la transparence est liée à la démocratie. Et donc, dans une dictature, tout est opaque. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà, on ne peut pas se permettre là, parce que le nucléaire, quand ça pète, c'est pas que le pays où la centrale est défaillante qu'il y a des effets. C'est pas que dans ce pays, c'est dans beaucoup d'autres pays. Donc, il faut vraiment ces deux aspects pour dire que le nucléaire a vocation à pouvoir se développer dans des pays riches et démocratiques. Ailleurs, objectivement, pour mieux l'éviter. Des garde-fous. Deuxième question, quelle est votre opinion vis-à-vis des projets d'élargissement de l'Union européenne? Alors, les projets d'élargissement, il y en a grosso modo deux. C'est l'ex-Yougoslavie, enfin ce qui reste dans le sud de l'Europe, qui n'a pas rejoint l'Union européenne quand on avait fait les élargissements dans les Balkans. Et puis il y a l'Ukraine. Bon. Peut-être on pourrait parler de la Turquie, mais je pense que la Turquie c'est encore un troisième sujet. Mais en tout cas pour ces deux premiers points, moi je crois que pour les Balkans il y a un processus qu'il faut poursuivre. Ils ont vocation, selon moi, pas de raison en tout cas objective de dire qu'ils devraient ne pas entrer dans l'Union européenne. J'entends qu'ici ou là on dit oui, non, ça suffit, maintenant on arrête, on ne va pas plus loin. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. La Croatie, la Slovénie sont membres de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que les autres pays n'auraient pas la possibilité d'entrer dans l'Union européenne? Pas de raison, ils font partie du continent, ils sont à des endroits où vraiment il n'y a aucune justification à ce qu'ils n'entrent pas. Donc il y a vocation à entrer en suivant un processus. Et puis il y a l'Ukraine, et là on est encore davantage, je trouve, dans une espèce d'obligation morale de répondre à l'Ukraine. De leur dire, vous aussi, nous avons envie de vous dire, s'il y a un ensemble auquel vous appartenez, c'est au nôtre. Histoire de clairement dire dans quel camp on place l'Ukraine. Est-ce qu'on la donne à la Russie, ce qui est aujourd'hui... Est-ce qu'on donne le grenier de l'Europe à la Russie? Donne le grenier parce que c'est ce qui est en train, c'est le sujet là, du moment. Est-ce que la guerre va être gagnée ou pas par l'Europe versus la Russie? En fait, c'est quand même ça le sujet. Au-delà de la guerre elle-même, elle doit maintenant être gagnée par l'Ukraine parce que derrière, elle doit être gagnée par l'Europe. Et si la guerre elle est gagnée aussi parce qu'à un moment donné, on ancre l'Ukraine dans le continent européen.
Et donc la question de l'adhésion, pour moi, elle ne fait pas débat. Enfin, en tout cas, pour nous, elle ne fait pas débat. L'Ukraine doit entrer dans l'Union européenne. Mais j'en reviens au tout début de notre entretien, qui est aussi de ne pas oublier qu'il est absolument nécessaire, si possible, de mener les deux sujets en parallèle, qui est d'un côté cette intégration nouvelle de pays supplémentaires et la réforme du fonctionnement de l'Union européenne en même temps. Il faut vraiment... Alors je ne dis pas qu'il faut conditionner l'un à l'autre, il faut être pragmatique, il ne faut vraiment pas oublier qu'on a besoin que l'Ukraine puisse se dire « nous, on va rentrer dans l'Union européenne ». Il ne faut pas retarder ça. Mais il faut quand même changer le fonctionnement de l'Union européenne. On reste autour de la géopolitique en Europe. La guerre s'est invitée donc en Europe, puisque c'est sur le territoire européen. Quelle est votre position sur la défense? Est-ce qu'on continue à travailler la défense à l'échelle de la nation ou au contraire, vous pensez, notamment avec une sorte de désaffection américaine, avec l'OTAN qui n'a pas forcément non plus les moyens, est-ce que vous pensez qu'il faudrait créer une vraie défense, tant en termes d'armement, mais pourquoi pas aussi aller jusqu'à une armée européenne? Quelle est votre position sur ce sujet de la défense qui est un sujet d'actualité? Moi, je dois dire que ça fait longtemps que je suis pour qu'on ait une défense européenne et qu'on ne le fait pas. De la même manière, je pense qu'il faut renforcer la capacité de l'Union européenne à parler d'une seule voix en politique étrangère. Pour arrêter d'être un nain politique à l'échelle internationale, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes un géant économique, enfin on est une grande puissance économique au niveau mondial, l'Union européenne, mais on est un nain politique. Et donc, si on veut être en adéquation entre notre poids économique et notre poids politique, il faut qu'on renforce le poids politique au niveau européen. Et ça passe effectivement par une défense aussi, bien sûr, une défense commune. Reste que, j'allais dire d'une certaine manière, on peut presque remercier Donald Trump de ce qu'il a fait. Parce que sa sortie récente, où il a dit bon, moi si demain je suis président des États-Unis, je laisserai les Européens livrés à leur sort vis-à-vis de la Russie. Je vais arrêter de les aider puisqu'ils ne veulent pas s'aider eux-mêmes. La réaction a été « Ah bon, on va peut-être s'organiser pour se défendre nous-mêmes ». Donc c'est le sujet maintenant qui est devant nous. Il va falloir réagir. Alors, est-ce que demain, on peut se passer des États-Unis? Moi, je n'ai pas non plus envie de dire qu'il faut faire comme si on va totalement devenir autonome sans les États-Unis. Les États-Unis restent un partenaire extrêmement important pour la suite des choses. Il faut qu'on se renforce en capacité de se défendre, bien sûr, et qu'on arrête de dépendre à ce point des États-Unis. Ils nous demandent d'être plus indépendants. Il faut comprendre, et en tout cas, il ne faut pas qu'on entende autre chose, et il faut qu'on fasse tout pour ne pas comprendre autre chose. Ils ne nous disent pas, on ne travaille plus ensemble. L'OTAN doit rester une entité de protection de la paix, qu'elle a été jusqu'à présent. Donc il faut pas tourner le dos aux États-Unis en pensant qu'on va s'en sortir tout seul. Il faut qu'on se renforce tout en continuant à être en dialogue avec les États-Unis. Aujourd'hui, par exemple sur le droit privé, le droit des familles, il peut y avoir des divorces par exemple entre un Français et une Allemande. Et il y a des problèmes d'exécution des décisions européennes ou nationales. Donc on n'est pas encore en maturité sur l'harmonisation du droit au niveau européen. Sur un autre registre, pour les entreprises, même si on est dans un marché intérieur ouvert, aujourd'hui, il y a des entreprises, surtout les petites entreprises ou moyennes entreprises, qui se trouvent un petit peu empêchées par des réglementations nationales. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'harmonisation du droit des affaires, par exemple, au niveau européen? À titre d'exemple, il y a un code européen du droit des affaires qui est sorti à l'initiative de 200 juristes bénévoles qui ont décidé de créer ce code parce qu'il n'y a pas eu de demande au niveau de la Commission ou même au niveau d'aucun parlementaire européen. Donc ils ont pris cette initiative citoyenne pour faire avancer la cause finalement des entrepreneurs européens. Par rapport à ça, vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour plus d'harmonisation européenne au niveau du droit des affaires, même au niveau du droit en général? Quel est votre rapport par rapport au droit et à l'Europe? Je dois dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on est pour plus d'Europe, donc tout ce qui va contribuer à renforcer évidemment
le caractère d'effacement des frontières artificielles qu'on a pu construire. Moi, je ne suis pas contre les États-nations pour pas mal d'aspects régaliens. Évidemment, ils ont tout à fait leur raison d'être et continuent d'avoir leur raison d'être. Mais pour ce qui est presque, j'allais dire, les fondamentaux de l'Union européenne, c'est-à-dire justement au début, on l'oublie peut-être, mais le nom de départ de l'Union européenne, c'était Communauté économique européenne. Et donc, c'était d'abord une alliance économique et monétaire. Acier et charbon. Oui, alors sans remonter plus loin, c'est carrément l'acier et le charbon, des matières. Mais c'était économique, c'est des sujets économiques, les matières. Et donc, si on constate en plus que ce n'est pas accompli, on n'a pas fini le travail, ben, il faut le finir, bien évidemment, il faut le finir le travail, pour que le marché unique soit un vrai marché unique. Je dois dire d'ailleurs que j'ai récemment eu une discussion et ce n'était pas en lien avec le sujet économique, c'est le sujet agricole, sur le fait qu'on a un système qui est le système des directives versus le système des règlements. Une directive européenne, c'est on adopte un cadre et puis on permet aux États membres d'aller plus loin s'ils le souhaitent. Mais c'est juste, il y a un minimum et on peut aller plus loin. Résultat, il y a des pays qui vont un peu plus loin. Et il y a les règlements où ça s'applique à tout le monde. Moi, je dois dire qu'en Européen convaincu, j'ai plutôt envie d'être de plus en plus pour des règlements et de moins en moins pour des directives européennes. C'est-à-dire que en droit des affaires, comme en droit agricole par exemple, et en droit environnemental aussi, j'allais dire, je préfère qu'on prenne plus de temps à se mettre tous d'accord et après la régler, même pour tout le monde, plutôt que d'être dans une situation avec des déséquilibres où dans un État on en fait plus que dans un autre, et ça crée des tensions, et ça crée des distorsions entre un citoyen français versus un citoyen allemand sur différents aspects du droit européen. Le traité de Lisbonne a consacré finalement la primauté des États membres. Quel bilan faites-vous finalement de l'Europe des nations et très concrètement, est-ce que vous êtes plutôt pour une Europe plus fédérale ou fédérale, et si oui, quel type de fédération? En Allemagne par exemple, il y a une fédération qui respecte beaucoup les identités de chaque land, c'est un exemple d'une fédération allemande, mais finalement Victor Hugo a parlé des États-Unis d'Europe il y a plusieurs siècles. On n'y est pas du tout, mais avec la guerre, le Covid, on sent aussi un kairos, un temps européen, peut-être de réfléchir sur une Europe différente. Vous parliez de transformation. Donc quel est, vous aujourd'hui, votre rêve européen, votre souhait sur quelle Europe finalement vous voudriez engager voilà, la société civile européenne aussi, vous avez parlé de citoyenneté, mais comment réenchanter l'Europe et quelle est votre vision finalement plus structurelle aussi, concrète de l'Europe? Je pense qu'il y a, dans mon idéal évidemment européen, il y a cette idée d'une constitution qui pourrait unir davantage les Européens, s'identifier davantage à qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble, quels sont nos points communs, qu'on arrête de penser qu'il n'y a pas de points communs, il y a des points communs entre un Portugais et un Polonais. Et il y a l'histoire, il n'y a pas que l'histoire, il y a les valeurs. Les valeurs qui, d'ailleurs, ne sont pas que judéo-chrétiennes, elles sont aussi issues des Lumières, elles sont aussi issues de l'histoire gréco-romaine. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses communes, on va dire, dans ce vieux continent. Rien que le mot vieux continent est déjà unifiant. Donc il faut remettre des mots et du sens déjà pour commencer à dire, voilà, certes c'est la tour de Babel en termes de langue, mais c'est une richesse incroyable aussi. Donc remettre du sens, ça c'est le premier point. Mais je ne veux pas être naïf sur un point, c'est qu'il y a un procès qui est fait à l'Europe auquel il faut qu'on réponde. Ce procès, c'est l'éloignement. L'éloignement est quelque peu aussi... L'éloignement par rapport aux citoyens. Aux citoyens. L'éloignement par rapport aux citoyens, le lambda moyen trouve que l'Europe est trop lointaine de lui, il ne la comprend pas, il ne l'entend pas. Et à l'inverse, on a effectivement une organisation européenne qui est un peu opaque, qu'on ne comprend pas, qui est complexe, qui a peut-être été un peu voulue par les fondateurs aussi de l'Europe. Et donc là, on est à un moment où peut-être il faut qu'on dise, bon, on est assez mature pour passer un cap dans la démocratisation de l'Europe. Pour moi, la démocratisation de l'Europe, ça passe d'abord par l'idée que la Commission européenne doit devenir davantage un gouvernement européen, plus qu'un organe, comme je l'ai souvent entendu dire, garant des traités. Il faut arrêter avec ça.
la Commission européenne est un exécutif qui, entre guillemets, met en œuvre, exécute les décisions de la partie parlementaire qui est constituée du Parlement européen et du Conseil. Le Conseil des ministres étant le regroupement des États. Donc c'est une forme de fédération, j'allais dire, pour dire des mots parfois qui font peur. Mais voilà, c'est quand même un conseil des États qui est... on est dans un bicamérisme au niveau européen. On a notre Sénat, j'allais dire, c'est le Conseil des ministres, et puis on a le Parlement européen qui est élu au scrutin direct. Les outils sont là, mais la Commission européenne doit devenir un exécutif directement émanant de cette émanation politique qui est les États et le Parlement. En quoi aujourd'hui il ne l'est pas suffisamment? La première des choses, c'est que je sais que les traités disent que normalement le président de la Commission doit être issu de la majorité issue du Parlement européen et des élections européennes. Mais on a bien vu qu'il y a eu des entorses à ça la dernière fois. Donc il faut y venir à ça. Il faut y venir au fait qu'à l'issue des élections européennes, il y a des nominations surtout, donc c'est pas forcément audible par les citoyens. En plus, il y a des nominations. Il y a des nominations. Alors ça, je vais y revenir, mais déjà le président ou la présidente de la Commission européenne doit vraiment être émané d'une majorité issue du Parlement européen. Alors, il n'y a pas de formation politique qui a souvent une majorité à lui tout seul, donc il faut faire, comme dans n'importe quelle démocratie, on fait une alliance qui fait majorité au Parlement européen et qui, de cette alliance-là, naît un candidat ou une candidate pour la présidence de la Commission européenne. Comme la Fédération allemande. Voilà. Et à l'issue de cette nomination, enfin de cette désignation par le Parlement européen issu de la majorité, il y a un programme politique qui est posé sur la table par ce nouveau président et cette nouvelle présidente, ou ce Premier ministre, j'allais dire, d'une certaine manière. Enfin, quoi qu'en Italie, il s'appelle président du Conseil aussi, par exemple. Donc ce président, cette présidente, et ce président, cette présidente, sur la base d'un programme politique cohérent, propose un gouvernement. Et c'est là où moi j'ai envie de changer une chose, c'est qu'on arrête avec les nominations issues de chaque État. C'est qu'on ait quelque chose qui soit cohérent politiquement, plutôt que chaque État nomme son commissaire. Il faut arrêter avec ça. C'est parce que quel est le point politique, le point enfin, la cohérence politique qu'il peut y avoir entre quelqu'un issu d'un gouvernement de Viktor Orban et quelqu'un issu du gouvernement de Sanchez en Espagne? Ça n'a pas de cohérence politique, ça. C'est une addition de majorité politique nationale. Mais il y a une majorité politique européenne qui s'est dégagée. Donc c'est celle-là qui doit refléter le travail européen. Un petit peu plus personnel, on oublie l'homme politique. Là, je m'adresse à l'homme que vous êtes, mais qui quand même postule pour un mandat européen. Quel a été dans votre vie personnelle, plus personnelle, votre déclic, votre envie d'Europe, puisque j'imagine, enfin, vous êtes très pro-européen, donc je pense que vous avez eu une histoire peut-être européenne, une expérience dans un autre pays, un souvenir peut-être d'enfance. Quel a été le déclic pour vous de cette envie d'Europe? Moi, je suis né à Strasbourg. J'y ai vécu jusqu'à à peu près 30 ans, où j'ai après vécu autre chose. J'ai beaucoup vécu d'ailleurs dans d'autres pays de l'Union européenne, en Irlande et en Allemagne notamment. En Allemagne où? En Allemagne, c'était juste de l'autre côté de la frontière, bien sûr, mais je suis rhénan. Je suis rhénan. Et donc, les Rhénans, on a ce point commun, je crois, hein, que ce soit de part et d'autre du Rhin. La frontière, le Rhin n'est pas une frontière. C'est ce que disait Victor Hugo quand il a écrit ses plus belles pages de prose pour La vallée du Loreley. Il était un amoureux du Rhin aussi. Donc vous, finalement, c'est cette géographie européenne qui vous... Je suis né au cœur de l'Europe, dans un endroit où, en plus, l'histoire nous a déchirés. Les Alsaciens sont passés d'un bord à l'autre du Rhin, en termes de nationalité, tout au long de leur histoire. Et donc ballotté entre les Allemands et les Français. Et donc moi j'ai hérité de cette histoire-là, parce que mes parents, mes grands-parents, ma famille est alsacienne depuis toujours, on remonte en généalogie, et donc j'ai connu dans ma famille des gens qui sont nés allemands. Donc vous êtes né et vous avez vécu près du pont de l'Europe, oui, qui joint dans la même ville l'Allemagne et la France, où les frontières disparaissent. C'est ça, où les frontières disparaissent franchement. Moi j'ai vécu, quand j'étais enfant, le fait qu'on passait la frontière sur le pont du Rhin avec des douaniers, au fait que maintenant c'est devenu un pont comme on en a à Lyon, qui passe au-dessus du Rhône ou sur la Seine. Il y a eu une grande polémique pendant le Covid parce qu'ils avaient refermé les frontières sur ce pont de l'Europe, qui est un symbole. Bien sûr. Donc, merci pour ce témoignage de cette géographie européenne.
de votre passion européenne, et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation Europa Nova. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir.